Eh ben, bonjour à tous, bienvenue sur Geek Major pour cette première. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un petit peu mon fil rouge de l'été. Le fil rouge qui va s'appeler e-collect. Voilà. Alors l'objectif pour moi dans e-collect, c'est vraiment à titre de formation en fait. C'est-à-dire que je vais essayer de me remettre à niveau sur certains langages, sur certains frameworks, notamment orientés web. C'est vrai que moi j'ai commencé à faire du web il y a quelques dizaines d'années maintenant. Les méthodes ont changé, les outils ont évolué et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal hein, de ce que j'en vois. Voilà, c'est vraiment, ça facilite vraiment le quotidien et donc c'est un peu ça que je vais essayer de retranscrire dans mes vidéos. Alors le but ça va pas être de vous faire des tutos, hein, clairement pas. J'ai un petit peu autre chose à faire que de faire du tuto. Mais clairement, c'est plus pour montrer ma façon de faire et l'évolution du projet, voilà, histoire de cadencer aussi un peu le rythme de ce que je fais. Et je trouve que ça peut donner une plus-value de faire ces petites vidéos pour voilà, essayer de présenter un peu ce que je fais et mettre un peu de visibilité sur tout ça. Donc voilà, donc e-collect c'est quoi? Je suis parti d'un petit constat personnel, je suis un féru de collection, je collectionne plein de saloperies à la maison, donc j'en ai des étagères, des trucs qui sont souvent disparates ou des petites collections en fait. Je ne vais pas parler de collection de livres où là c'est quelque chose de plus dense, mais je vais plus parler des petites collections, comme par exemple des petites collections de figurines. Voilà, par exemple, alors, je vais surtout parler de collection de figurines parce que c'est sur ça que j'ai accès à eCollect dans un premier temps, hein. Donc eCollect, c'est quoi? Ça va être une petite plateforme web sur laquelle je vais pouvoir gérer mes collections, mes petites collections, ce que je vais appeler, voilà, mes petites e-collect. Voilà, c'est le nom que je lui ai donné. Je trouvais que c'était sympa, c'est tendance. Ça commence par un E, donc forcément, ça va mettre en avant le produit. Alors, c'est parti. Donc eCollect, c'est quoi? Donc, c'est un site web, hein, on va le faire sous forme de site web. Le but, ça va être de pouvoir gérer depuis Internet, hein, avec mon téléphone, de chez moi, etc. Mes petites collections que j'ai au fil des années acquéries durement. Donc voilà. Donc pour faire ça, j'ai choisi de travailler donc sur le langage Python. Ça faisait partie de l'objectif, c'était de faire du Python. Et donc par-dessus Python, comme je veux faire du web, j'ai dû choisir le framework. Le framework, j'ai eu deux choix. Un choix à faire entre Flask, qui est un peu plus récent, et Django, qui est un peu plus ancien. J'ai regardé un peu sur internet. Moi, je suis parti sur Django pour le coup, qui me paraissait plus robuste, plus complet. Surtout si le projet vient à fonctionner derrière, il y aura plus de robustesse. Donc voilà, j'ai préféré partir sur Django et voilà, à titre personnel et professionnel, je pense que je préfère partir sur Django. Alors, le premier élément que j'ai fait quand j'ai démarré ce projet, clairement, ça a été de configurer l'environnement de dev. Donc, l'environnement de dev, moi, j'utilise PyCharm. Voilà. C'est l'IDE que je trouve actuellement le plus complet à l'heure actuelle sur du Python. Alors, il y avait le choix aussi, j'ai essayé Visual Studio Code. Bon, je connaissais pas spécialement cette IDE-là. J'ai préféré partir sur un IDE que je connaissais. J'avais notamment utilisé la partie PHP, PHP Storm notamment, hein, du web éditeur. Donc j'étais peut-être plus habitué à l'IHM, donc je suis resté sur ça. Après avoir regardé un petit peu ce qui se faisait dans les IDE Python, celui-ci était très bien situé en termes de fonctionnalité. Au coude à coude, hein, je pense, avec actuellement Visual Studio hein, qui prend pas mal de parts de marché au niveau des IDE. Va sûrement falloir que je m'y mette. Pour l'instant, je vais rester sur cet environnement-là et je l'ai configuré pour mon projet. J'en suis plutôt satisfait à l'heure actuelle. Clairement, le, le projet Django s'intègre bien à cette IDE-là, donc aucun souci. Alors une fois que j'avais choisi mon IDE, j'ai voulu clairement dockeriser le projet. C'est le premier truc que j'ai cherché à faire, c'est-à-dire que une fois que le projet je l'avais en tête, le langage, les frameworks, il fallait que je mette en place toute l'infrastructure. Clairement, comme c'était fait il y a une dizaine d'années, on se paluchait à installer toutes les dépendances des paquets. Là, clairement,
Le Docker, ça m'a fait gagner mais un temps mais incroyable. Donc clairement, si je devais refaire maintenant du développement dans ce style-là, clairement, première chose, je dockerise l'infrastructure. Ça prend pas énormément de temps une fois que vous avez compris le concept de Docker. Et vraiment, ça va vous faciliter le quotidien. Vous allez éviter de perdre du temps sur des problèmes de débugage, de dépendance, que voilà, si vous faites plusieurs développements parallèles sur votre bécane, clairement, c'est c'est phénoménal le temps gagné grâce à Docker. Alors Docker, ça va ressembler à quoi pour le coup Donc, j'ai créé dans un premier temps mon projet Django, ça c'est le premier truc que j'ai fait. Ensuite, j'ai créé les Docker files en fait. Et le Docker Compose. Donc, je me suis inspiré de ce qui est fait sur internet. Clairement, le but c'est pas de réinventer la roue. Vous trouvez des petits templates qui sont comme ça tout préconfigurés. Donc le Dockerfile concrètement, ça consiste en quoi? Vous lui donnez la distribution sur laquelle vous démarrez. Donc moi je voulais faire du Django, donc Django c'est basé sur du Python. Donc dans Docker, je lui demande de partir d'une stack Python, clairement, une stack Python 3 en l'occurrence. Ensuite, vous lui demandez de créer des dossiers sur lesquels votre code va se déposer. Ici, ça c'est pas mal, en fait ça permet de mettre vos dépendances. C'est ce petit fichier là en fait, ça va marcher avec. C'est-à-dire qu'ici vous allez mettre toutes les dépendances que Python aura besoin. Python, Django, etc. Donc là vous voyez que j'ai déclaré Django, j'ai déclaré différentes dépendances, requests, Python même cache pour faire du cache. Voilà, j'ai regardé un petit peu ça hier. Donc au fur et à mesure que les dépendances évoluent dans le projet, moi je vais les injecter dans les requirements, ce qui fait que quand je vais retirer après via Docker tout le projet, toutes les dépendances qui sont inscrites dans le requirements vont venir s'installer automatiquement dans le conteneur, ce qui fait que voilà, mon infrastructure au fil des évolutions se complétera automatiquement grâce à ça. J'ai pas besoin de les avoir installés directement sur la machine, ça doit être installé sur le Docker, puisque c'est lui qui contient le service web qui va faire tourner, en l'occurrence, mon code. Voilà. Donc pour l'instant, le serveur web, ça va être cette petite ligne là qui va permettre de démarrer le serveur web qui va être instancié par le run server. Sur le port 8000, voilà. Donc ici, dans le Docker Compose, c'est là où vous pouvez mapper vos ports, par exemple, pour les exposer sur votre machine locale. C'est-à-dire que le conteneur, lui, il va utiliser le port 5432 pour le service de base de données Postgre, en l'occurrence. Moi, pour mon dev, je les expose aussi sur ma machine en local, ce qui fait que quand je vais démarrer les conteneurs, ces ports-là vont aussi se mettre visibles au sein de la machine, ce qui fait que je vais pouvoir utiliser ces ports pour me connecter et faire les différentes actions que j'aurai besoin pour effectuer ma tâche. Voilà. Donc ça c'est le Docker Compose, le Dockerfile. Voilà, c'est vraiment les deux premiers trucs que j'ai écrits quand j'ai démarré le projet Django. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, en fait, je vais vous montrer, je vais démarrer un shell. On va démarrer un shell, on va se mettre hop par ici. Hop, là je vais mettre le shell en plein écran. D'accord. Donc en fait là pour le coup, alors attendez, je crois que je l'ai installé ici. Pour le coup, il collègue, voilà. Donc en fait, clairement, quand vous allez créer vos Dockerfiles et votre Docker Compose, une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement lancer des commandes qui vont vous permettre de démarrer le conteneur, en fait, les différents conteneurs d'ailleurs. Parce qu'en fait, si vous regardez bien le Docker Compose, clairement, ici je vais démarrer trois conteneurs en fait. Le service de base de données, le service de cache, le service web. Donc ça c'est le Dockerfile qui va s'occuper de charger tout ça. Donc en fait, si vous faites par exemple un Docker Compose build, on va relancer le build, c'est-à-dire qu'il va tout recompiler du début. Hop là, donc là ça a été rapide parce qu'en fait il y a des systèmes de cache dans Docker, donc si ça a déjà été fait, il ne va pas le recommencer. Mais en gros voilà les différentes étapes qui ont été faites sur le Docker Compose. Donc on voit qu'en fait ces différentes étapes en fait ça correspond bien à ce qui était marqué dans mon Dockerfile, si vous regardez bien. On retrouve bien les copies, voilà les différentes commandes qui sont là, elles ont bien été réexécutées pour le coup. Et donc ce qui a permis de builder l'ensemble. Après un petit coup de Docker Compose, hop, et voilà. Et là, ça démarre. Donc en fait là, c'est cette commande là qui va permettre de démarrer le serveur web, en fait, de démarrer le code, de démarrer. Ah là, il y a un petit point avec le cache parce que j'ai joué avec hier et je crois que je l'ai désactivé parce que pour faire le dev, ça me posait des soucis. Il y avait le cache, je voyais pas trop mes modifs des fois.
Donc je l'ai activé, je l'ai désactivé en attendant, donc je pense que c'est pour ça qu'il se stoppe de manière incongrue. Voilà, bon, normalement ça ne doit pas être dérangeant. Donc là, logiquement, le serveur web, il est démarré, le serveur de base de données, il est démarré, donc normalement je peux me connecter sur mon serveur et sur la base de données. Donc je vais essayer voir, alors qu'est-ce que je vais utiliser pour la base de données. Je regarde ce que j'ai comme outil. Non, celui-là, ouais. J'avais le choix entre ça. Non, je vais plutôt utiliser ça. Ouais, j'hésite entre pgadmin pour regarder la base de données ou alors datagrip. Je vais utiliser datagrip, je pense, pour le coup. C'est en train de charger. C'est en train de charger. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pu me connecter. Donc là, c'est déjà connecté. Parfait. Donc là, j'ai pu me connecter à ma base de données. En fait, le fait d'avoir lancé le conteneur, j'ai pu directement me connecter avec Datagrip, hein, qui permet de se connecter à différentes sources de bases de données, du Postgre, du MySQL, MariaDB, etc., etc. Donc moi, Django, j'ai choisi de travailler sur du Postgre, pareil, pour des questions d'apprentissage, et apparemment, c'est un bon compromis par rapport à MySQL. Il y aura des meilleures performances, donc voilà, donc, je suis parti sur Postgre. J'ai jamais beaucoup travaillé sur Postgre, peut-être une fois, j'ai eu un projet à faire, mais voilà, j'ai surtout, moi, eu de l'expérience sur du MySQL, un peu sur de l'Oracle. Donc là, je vais essayer un peu Postgre par le biais de ce petit projet-là. Donc voilà, donc je peux me connecter, le conteneur il est lancé tout simplement, et juste la commande Docker dans le shell tout à l'heure m'a permis de lancer donc, la base de données et tout ce qui allait bien derrière, et voilà, ça se connecte directement, donc ça c'est super pratique, voilà, le gain de temps, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a donné envie de voir la suite et un petit peu comment je vais travailler. Donc le but de ces vidéos, ça va être de présenter un petit peu les avancées de ce projet-là, et sûrement d'autres trucs, voilà. Donc en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, pour échanger voilà, sur toutes les questions que vous avez. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, comme ça vient de commencer, j'imagine, mais voilà, n'hésitez pas à échanger sur ce que vous aimez vous aussi. Voilà, alors concernant le dev, hein, pas me parler de votre famille ou je ne sais trop quoi, ça ne m'intéressera pas pour le coup. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche en haut, et puis j'espère que vous voir à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!